Merci beaucoup pour ce magnifique reportage qui met du beau au cœur. Je voudrais qu'Alpina Ruiz vienne me rejoindre maintenant, et avec son traducteur Richard, parce que sinon on aura du mal à se comprendre. Où êtes-vous tous les deux? Voilà. Je sais maintenant, après avoir vu ce reportage, comment l'accueillir. Elle arrive dans une minute. Où est-elle? Elle est au fond de la salle. D'accord. Venez rejoindre Renaud Richard. On vous a réservé un petit siège là-bas avec un micro pour que vous puissiez faire la traduction. Et puis, évidemment, Thomas Granier est parmi nous aussi. Thomas Granier, la voûte nubienne. Où est Thomas? Voilà, venez Thomas. Elisabeth Laville, qui est une personnalité assez rare et étonnante. C'est beaucoup, Thomas, puisque Elisabeth Laville est diplômée de HEC. Alors, dire qu'elle a bien ou mal tourné, je vois Albina qui arrive, je vais l'accueillir simplement. Et je vous rappelle que la témoignage, j'espère qu'on va être parmi nous ce soir. Elisabeth. Pardon de Alors, Elisabeth Laville, vous avez fait, je disais, HEC, prenez un micro, tiens, ici. Et je me demande si vous avez bien ou mal tourné en ayant fait HEC, en créant en 1993 Utopie. Alors déjà, quelqu'un qui a fait diplômé d'HEC qui crée Utopie, c'est louche. Vous pouvez nous en dire un petit mot peut-être? Oui, mais sauf que le nom était un peu un gag en fait au début. C'est quand on a créé Utopie, le projet était de développer une vision, de promouvoir une vision plus responsable des entreprises, donc avec l'idée que plus les entreprises avaient essayé de maximiser leur impact social, sociétal et environnemental, plus in fine elles assuraient leur propre pérennité, etc., etc. Et quand les premières personnes à qui on a présenté le projet, il y avait notamment à l'époque le numéro 2 du CNPF, nous regardait un peu, moi j'avais 26 ans à l'époque, donc je me demandais, vous êtes bien gentil, c'est hyper sympa votre projet, mais je sais complètement pas réaliste. Et voilà, du coup, Utopie c'était un peu le projet. Ça c'est le nom, mais le contenu c'est une agence pionnière dans le conseil de développement. Oui, enfin le contenu c'était de promouvoir cette vision plus responsable des entreprises, et effectivement avec l'information et puis du conseil des entreprises. Yves Lers est journaliste spécialiste des questions de développement durable, il est parmi nous aussi. Yves Lers, il est aujourd'hui expert et travaille surtout essentiellement sur les... Voilà, Yves Lers, sur les changements de comportement. Non, c'est pas utile, c'est pas essentiel. Je réserve ça. Alors pour la petite histoire, Yves a passé 6 ans à l'ADEME, hein, et surtout 30 ans à l'AFP. En plus, c'est un confrère qui a du métier. Patrick Vivray est ici parmi nous, philosophe. Auteur d'un rapport Reconsidérer la richesse. Merci de vous installer. Vous allez nous expliquer en 2 mots, le micro est ici, vous allez nous expliquer en 2 mots quel était le but de ce rapport. Et auteur d'un livre aussi, Pourquoi ça ne va pas plus mal, chez Fayard. Alors, puisqu'il y a un point d'interrogation, c'est une question, pourquoi ça ne va pas plus mal? C'est un livre qui date de 2005. Enfin, 2005, c'était il y a 6 ans avec. Non, l'objet de ce livre, c'est d'ailleurs assez proche de la démarche du film, c'était de comprendre pourquoi dans ce monde où les formes de dureté, de dominance, de brutalité auraient dû nous conduire normalement à des logiques comparables à la situation des années 30, et pourquoi, malgré tout, il y avait des situations d'énergie créatrice considérables. Donc c'était aller repérer toute la zone de ce qu'on a appelé ensuite dans les enquêtes sociologiques
les créatifs culturels ou les intercréatifs, et de voir comment cette force créatrice était de nature à s'opposer à toutes les logiques mortifères qui pullulent actuellement. Comment vous avez ressenti les personnages qu'on vient de voir? Ils sont tous beaux, hein, chacun à sa façon. Oui, ils sont absolument magnifiques, et ce qu'ils font est magnifique. Simplement, c'est à mon avis très important de lier ce qu'ils font à d'autres aspects transformateurs. Moi, c'est ce que j'appelle le rêve, c'est-à-dire le rapport entre le R de la résistance créatrice, le V de la vision transformatrice, et puis le E de l'expérimentation anticipatrice. Là, on a des magnifiques démonstrations d'expérimentation anticipatrice. Il est possible de faire autrement, de façon créative. Mais c'est très important que cette expérimentation soit en même temps liée, par exemple, à des formes de résistance. C'est Stéphane Hessel qui, à juste titre, nous appelle à la résistance, parce que, regardez par exemple dans le cas du reportage sur le Burkina Faso, il y a aussi des blocages qui sont à une échelle macroéconomique ou macrofinancière. Le problème de l'OMC, par exemple, et donc si on est simplement dans l'expérimentation, mais qu'on ne s'occupe pas aussi de la résistance contre ce qui est à la racine des problèmes, eh bien, on est simplement sur une partie du terrain. Et puis, le troisième élément, c'est la vision transformatrice. Il va y avoir dans quelques semaines le prochain forum social mondial qui va se tenir à Dakar. Le fait de pouvoir dire un autre monde est possible, et pas simplement à l'échelle micro, mais aussi à l'échelle macro, c'est ces trois éléments ensemble qui constituent une stratégie d'imagination créatrice à mes yeux. On va accueillir Mal, oui, voilà. On va accueillir Sylvain. Bon, je peux vous le présenter. Bravo. Quand même, je voudrais prendre le micro 2 secondes pour me dire comment, parce qu'il y a deux sortes de journalistes. Il y a celui qui, effectivement, va sur le terrain, reste dans ses convictions de journaliste et simplement recueille et transmet. Il y a celui qui se pénètre aussi de ce qu'il voit, des gens qu'il rencontre, jusqu'à une forme d'émotion et jusqu'à finalement une forme d'empathie, jusqu'à se sentir en phase avec les gens qui l'interrogent et qui fait parler. Tu étais de quel genre de journaliste? L'un et l'autre, je pense. Dans le sens où, moi, ma démarche, c'était avant tout, de vérifier, tout à fait égoïstement, personnellement, j'avais besoin d'espoir. J'avais vraiment besoin de savoir qu'il était possible. Comme je suis quelqu'un d'assez pragmatique, voire partisan du changement de la saison dernière qu'il avait dit, je me considère aussi un peu comme un utopiste pragmatique. C'est-à-dire que j'ai des rêves énormes, mais ça m'intéresse qu'à partir du moment où je les réalise. Mais j'avais pas vraiment de modèle. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, il y en a deux par ici, avec qui justement c'est pas vraiment de l'empathie, mais moi je me suis nourri. J'ai pas le sentiment d'être un messager dans les films que je peux faire. J'ai pas de message, j'ai une fonction. C'est de précisément pouvoir mettre à portée de tous le plus simplement possible l'action des gens comme Cyril, comme Thomas, comme Abila. Voilà ma fonction et c'est celle qui me nourrit, vraiment. Et après toutes ces expériences, oui, aussi, encore une fois de plus, très égoïstement, ces gens-là m'ont vraiment fait comprendre que le changement était possible et m'ont un peu réconcilié avec mon espèce. Je ne suis pas parti à fleur au fusil en disant je vais découvrir un monde magnifique. J'ai la chance et aussi le malheur d'avoir découvert le monde tel qu'il est. Et ces gens-là m'ont véritablement réconcilié avec moi-même, avec mon espèce et avec l'espoir. Donc voilà. Ça fait déjà beaucoup. C'est pas mal. Merci Sylvain.